Bonjour à tous. Il va sans dire que je suis plus à l'aise sur un chantier que face à vous aujourd'hui, mais je vais tenter donc, pendant l'heure qui m'est allouée, de retracer un petit peu, d'essayer d'étudier avec vous la position d'un architecte maître d'œuvre dans le contexte actuel de questionnement par rapport à la performance énergétique du patrimoine construit. Dans ce contexte de crise environnementale qu'on est en train de vivre aujourd'hui, le patrimoine doit répondre aux nouveaux enjeux énergétiques, comme ça a été rappelé à l'instant. Alors le législateur s'est emparé de la question avec la subtilité qu'on lui connaît, et il met un peu le patrimoine aujourd'hui sous pression. Alors le débat passionné qui se limite souvent aujourd'hui à des incantations, des cris d'effroi face au sacrilège, on n'a pas le droit de toucher au patrimoine finalement, avec toute la charge symbolique qu'il peut véhiculer. Ce débat passionné manque, à mon sens, souvent de fond et laisse l'architecte maître d'œuvre assez démuni par rapport à la question « que faire ?» Alors ce manque de fond, il trahit peut-être la difficulté à définir la qualité patrimoniale des édifices sur lesquels on intervient, à la justifier, à l'expliquer au grand public, aux maîtres d'ouvrage, et à justifier nos choix. Un manque de transparence sur cette notion que tout le monde semble pourtant manipuler avec assurance. Mais ce manque de fond traduit peut-être aussi un défaut de connaissance. Un défaut de connaissance sur les aspects techniques ou réglementaires qui constituent notre environnement de travail et sur lesquels il est bien difficile, au sein de petites structures telles que les agences d'architecture, ou parfois très petites structures, de se mettre à jour. Parce que l'architecte est seul, souvent trop seul, et il délègue, du coup, peut-être trop, aux techniciens et aux bureaux de contrôle. Alors que l'architecte, par sa position, est pourtant le seul à avoir une vision globale de l'acte de construire. Et ce qui lui confère une certaine responsabilité. Et c'est un peu cette position que je vais essayer de mieux définir pendant cette présentation. Alors, par rapport à la question qui est posée, pourquoi isoler le bâti ancien ? C'est vrai que ce bâti n'avait rien demandé à personne jusqu'à maintenant, il nous est arrivé tout droit du passé. Pourquoi l'isoler ? D'abord, comme l'a rappelé Mireille, c'est un patrimoine qui, s'il s'agit d'isoler, c'est parce qu'il reste habité, il reste utilisé. Évidemment, s'il n'était pas utilisé, la question ne se poserait pas. Mais un patrimoine habité, c'est un patrimoine qui reste vivant, qui reste donc tourné vers l'avenir et que l'architecte du patrimoine se doit d'adapter. Ce patrimoine, il doit faire face à de nouveaux usages. On a introduit effectivement des nouveaux usages, des nouveaux outils, des salles d'eau, des cuisines, des buanderies. On utilise le logement aussi d'une nouvelle façon, alors que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, le logement était essentiellement un abri, utilisé la nuit. On vivait dehors, on se rencontrait ailleurs. Enfin, la vie sociale était ailleurs que dans le logement. Aujourd'hui, le logement, avec l'apparition d'un certain nombre de choses et d'un certain confort aussi, le logement est devenu un nid douillet, le siège du cocooning qu'on se doit aujourd'hui d'isoler, donc pour rendre évidemment plus confortable. C'est donc, il me semble, le rôle de l'architecte du patrimoine d'essayer d'adapter, sans le dénaturer, le patrimoine à ses usages nouveaux. Mais il faut isoler aussi parce que l'énergie est polluante et chère, comme l'a rappelé Michel Tillemont à l'instant. Si l'énergie était gratuite et non polluante, on n'aurait pas besoin d'isoler non plus. À l'image du Québec, par exemple, où 99% de l'énergie est d'origine hydroélectrique. Au Québec, ces chalets en bois ne sont pas isolés et on chauffe sans se poser trop de questions, puisque finalement, on ne détériore pas la planète, on ne dépense pas trop d'argent non plus, parce que l'énergie est relativement bon marché. Donc c'est une question qui est liée à une urgence écologique actuelle, mais qui est contextuelle. C'est un contexte assez récent qui est lié un petit peu évidemment à la crise de l'énergie fossile, à sa rareté et à l'espèce de panique à laquelle on assiste aujourd'hui. Donc ces solutions d'isolation qui sont faites pour répondre à un besoin contextuel récent
et peut-être éphémères, on va peut-être trouver d'autres solutions d'énergie bientôt, se doivent évidemment de respecter l'authenticité et la pérennité du bâti sans céder à la panique. Alors aujourd'hui, comment a-t-on répondu à la question? Eh bien, on a surtout répondu en réglementant. Comme l'a rappelé, je ne vais pas refaire l'exposé de Michel Tillemont, mais juste pour cadrer un petit peu les choses, après la guerre du Kippour, premier choc pétrolier, 1974. Il faut réduire les consommations d'énergie. Donc on le fait de façon assez simple. Il faut réduire la consommation d'énergie en isolant les bâtiments et en régulant les systèmes de chauffage. Deuxième choc pétrolier en 1979 donne lieu à une deuxième réglementation thermique en 1982. On alourdit un petit peu les mesures de la première réglementation thermique, mais on reste dans le même champ d'action. Et en 1988, alors que la réglementation ne concernait que les bâtiments neufs, que les logements neufs, on étend cette réglementation aux bâtiments tertiaires neufs. Jusque-là, on est encore dans une obligation de moyens. Il faut isoler, contrôler les systèmes de chauffage. L'architecte maîtrise. Il est encore au cœur du processus. À partir de 2000, on devient... c'est un petit peu plus compliqué. On commence à parler de performance globale du bâtiment, avec un certain nombre de critères. Et là, cette performance globale est donnée par un calcul théorique, avec un logiciel captif des thermiciens. Et là, le contrôle de la réglementation thermique commence à échapper à l'architecte qui maîtrise plus tellement les tenants, les aboutissants de cette réglementation. Alors, ce maître d'œuvre maîtrise-t-il encore quelque chose? On laisse effectivement le calcul de la performance énergétique au thermicien, mais l'architecte, lui, comprend-il encore quelque chose vraiment à ce qu'on lui demande, en fait, aux objectifs qu'il doit atteindre? Est-ce qu'il maîtrise, en gros, les arguments techniques? Comment arriver à cette performance demandée? Est-ce qu'on sait ce que c'est vraiment qu'un kilowattheure, un mètre carré Kelvin? Quels matériaux? Quelles sont les caractéristiques des matériaux? Comment vont-ils réagir, les uns superposés aux autres? Les matériaux traditionnels, un architecte du patrimoine, grâce à l'excellent enseignement d'école de Chaillot, est censé les connaître. Par contre, on est souvent obligé d'utiliser des équipements ou des matériaux du commerce. Comment ceux-ci vont-ils réagir les uns avec les autres? Dans quel ordre doit-on les mettre? Est-ce qu'on connaît vraiment les raisons et la qualité des matériaux et la meilleure façon de les mettre en œuvre? Quelles conséquences à terme pour le bâtiment? A-t-on un retour d'expérience sur la mise en œuvre qui a été faite jusqu'à maintenant? Aujourd'hui, on a isolé depuis 1974. Est-ce qu'on a un retour d'expérience sur ces modes d'isolation par l'intérieur essentiellement? Même chose pour la réglementation. Est-ce qu'on connaît la réglementation vraiment? Est-ce que vraiment on sait quelle est la réglementation applicable selon le type de bâtiment qu'on aborde? Comment jouer avec? Et comment ça se fabrique une loi ou une norme? Et enfin, quelle place l'architecte a-t-il dans tout ça? Il me semble que l'architecte, de par sa position centrale dans l'acte de bâtir, est le mieux placé pour mener cette réflexion globale. Or, on a l'impression qu'il s'en est un petit peu aujourd'hui, qu'il a un petit peu démissionné. Est-ce que la responsabilité de l'architecte ne serait pas justement de reprendre en main les outils qui étaient les siens, d'approfondir sa connaissance, d'élargir aussi sa réflexion, de sortir de la dialectique isolée, pas isolée, ou performance énergétique ou calcul énergétique, et éventuellement aussi se réconcilier avec la normalisation. C'est ici un petit peu le plan de mon intervention, qui tâchera par quelques exemples simples et illustrés de comprendre un petit peu de manière dépassionnée les avantages et les inconvénients des différentes interventions qu'un architecte est appelé à mettre en œuvre dans un bâtiment de construction traditionnelle, mais aussi ensuite d'élargir, de voir comment on peut aussi continuer à réfléchir et non pas seulement appliquer des normes. Et enfin, puisqu'on parle de normes, de quelles normes s'agit-il
comment sont-elles élaborées et comment les utiliser. Donc pour commencer, un mur en pan de bois. Je vais peut-être enfoncer quelques portes ouvertes, hein, et je vous prie de m'excuser pour ce, mais comme on entend souvent des choses différentes, je me permets de faire cette petite illustration. Un mur en pan de bois d'un bâtiment traditionnel avec son plancher qui constitué de poutres et de solives sur lesquelles on pose un plancher en planche de bois. Il est là depuis plusieurs dizaines, voire centaines d'années. On s'est mis, depuis toujours, on s'est protégé de l'eau. Le bâtiment s'est formé, les formes des bâtiments sont nées finalement de la protection vis-à-vis de l'eau qui vient de l'extérieur. On ignore aujourd'hui, jusqu'à assez récemment, l'eau produite à l'intérieur, puisque il n'y a pas ni douche, ni cuisine, ni trop de production de vapeur d'eau. La production de vapeur d'eau dégagée par l'être humain, elle est facilement évacuée, puisque ces bâtiments traditionnels sont des vrais passoires. Les cheminées à foyer ouvert, les menuiseries non jointives font que le bâtiment est naturellement ventilé, de façon assez incontrôlée évidemment, mais on n'a pas de problème lié à la vapeur d'eau. Cette eau, on la néglige souvent, mais alors juste pour vous donner un ordre de grandeur, l'eau est assez présente en fait. On produit beaucoup d'eau à l'intérieur d'un bâtiment. Et c'est cette vapeur d'eau qu'on néglige assez souvent et qui nous intéresse, en tout cas pendant cette heure-ci, va nous intéresser plus particulièrement. Une personne produit 50 grammes d'eau par heure. Donc 1 litre d'eau par jour. Donc ça veut dire qu'une famille de 4 personnes produit 5 litres d'eau par jour. Les activités, c'est-à-dire les bains, la cuisine, rajoutent encore presque 2 litres et demi d'eau par jour. Donc on arrive à presque 7 litres et demi d'eau, de vapeur d'eau produite par jour. Ça équivaut à environ 5 bouteilles d'eau minérale. La majorité de cette vapeur d'eau va être évacuée par ventilation, soit naturelle, soit contrôlée. Mais qu'en est-il du reste? Si le bâtiment n'est pas bien étudié, si sa peau n'est pas adéquate, on risque la condensation. Et dans un bâtiment traditionnel construit avec des éléments organiques, comme le bois, évidemment, ça provoque un certain nombre de dangers. Donc, le patrimoine, peut-être, c'est pas encore la cocotte minute, mais il est quand même sous pression. Cette vapeur d'eau, que devient-elle? Alors, dans le cas d'une isolation thermique par l'intérieur, phénomène qu'on connaît tous, qui finalement est mis en œuvre depuis 1974, visiblement sans dommage apparent. Alors au préalable, avant 1974, on s'est aperçu que les enduits à la chaux aérienne, même s'ils étaient très jolis, ils étaient quand même assez fragiles et on les a largement remplacés par des enduits ciment, beaucoup plus solides, et qu'on avait besoin de rénover beaucoup moins fréquemment. Donc là, on était bien protégé de la pluie, on restait toujours dans cette logique, il faut se protéger de la pluie qui vient de l'extérieur. Donc, à partir de 1974, on isole par l'intérieur. On isole par l'intérieur sur des planchers en bois comme celui-ci, on ne peut pas isoler dans l'épaisseur du plancher. Donc, automatiquement, on crée, alors qu'il n'existait pas, on crée un pont thermique, c'est-à-dire un différentiel d'isolation, un différentiel de résistance thermique. Puisque c'est isolé, on crée donc un point de concentration pour évidemment la condensation de la vapeur d'eau. En même temps, on introduit l'eau à l'intérieur du bâtiment, on calfeutre, on isole. La vapeur d'eau qui est produite à l'intérieur, donc les 7 litres et demi, va se concentrer sur les ponts thermiques, sur les points froids. Vous savez que l'air a une capacité à contenir de l'eau dans une certaine mesure. Plus il est chaud, plus il peut contenir d'eau, plus il est froid, moins il peut contenir d'eau. Donc forcément, à proximité d'un mur froid, l'air se refroidit et donc
comme une éponge, presse l'eau qui finalement se condense. C'est le phénomène de la condensation. Donc cette condensation se passe justement à l'endroit des encastrements en bois, des planchers, et ce qui évidemment ne va pas bien pour ces planchers qui vont commencer à se dégrader. Les champignons vont apparaître, si en plus on a des faux plafonds. Alors ce ne sont pas des girolles, ce sont souvent, au contraire, c'est de la mérule qui va se nourrir de la cellulose du bois et faire disparaître ses capacités mécaniques. Le reste de la vapeur d'eau va peut-être, si l'isolant le permet, continuer à transpirer à travers l'isolant, va le traverser si jamais il n'est pas trop étanche, mais va immédiatement condenser contre la paroi qui, elle, reste froide. Et ce qu'on trouve aujourd'hui sur les chantiers, dès qu'on enlève un petit peu les placots, les isolants, les faux plafonds, ce sont des planchers qui sont en très mauvais état. On voit ici des bois qui sont... parce que le mélange chaleur, humidité, obscurité est un mélange détonnant qui, évidemment, favorise le développement des petites bêtes, des vrillettes, termites et autres, et aussi du champignon, notamment la mérule. Aujourd'hui, dans mes interventions, il m'est arrivé plusieurs fois d'appeler les pompiers pour évacuer un immeuble dont on ne pouvait aujourd'hui absolument plus assurer qu'il était stable. Le plancher que vous voyez à gauche est un plancher sur lequel on marchait, des gens habitaient. Et alors qu'en fait, il ne tenait que par la force de l'habitude, finalement. Le bois est particulièrement sensible à ces phénomènes de condensation, mais la pierre, la brique, sont aussi également extrêmement sensibles, puisque donc, tout est une question de gestion de la vapeur d'eau. Est-ce qu'on la bloque à l'intérieur ? Et si on ne la bloque pas, comme c'était le système initial, il ne faut pas qu'elle soit bloquée à aucune étape de sa progression à travers la paroi. Ici, on a des problèmes d'étanchéité appliqués à l'extérieur de la façade, et on voit ici des joints autour de briques qui ont entièrement disparu, puisque le joint ne joue plus son rôle de transfert d'humidité, puisqu'il est totalement étanche. Donc c'est la brique qui le fait, et qui finalement finit par disparaître, en laissant juste le souvenir de sa présence. On trouve aussi la même chose sur ces pierres, ce qui donne un motif assez esthétique, qui a d'ailleurs été repris assez largement dans l'architecture classique, mais c'est pas très bon pour la pierre quand même. Donc l'isolation thermique par l'intérieur a des avantages, effectivement, c'est une pose simple et peu onéreuse, et c'est une pose invisible, de l'extérieur en tout cas. Donc le patrimoine, on pourrait se dire qu'il est intact, il n'est pas touché, il n'est pas altéré. Par contre, il y a quelques inconvénients aussi. On perd évidemment de la surface de plancher dans des contextes assez contraints comme Paris, ça peut être problématique. On occulte parfois évidemment des décors intérieurs. On perd l'inertie de la paroi. Donc, en termes de confort d'été, on a une nette détérioration. On produit des ponts thermiques. Et donc, finalement, est-ce que vraiment on améliore la performance énergétique ? Et enfin, comme je l'ai montré, un risque accru de condensation dans la structure. Ce qui peut amener, comme je l'ai montré aussi, à une destruction à terme du patrimoine. Donc finalement, son image reste présente, non altérée, mais dans sa matière, il disparaît. Quel est le patrimoine qu'on veut léguer aux générations futures ? Est-ce que c'est une image ? Est-ce que c'est un décor ? Ou est-ce qu'on cherche aussi à maintenir le patrimoine dans sa matière ? L'isolation thermique par l'extérieur est généralement assez mal perçue parce qu'elle dénature l'aspect extérieur du bâtiment. Alors, je n'ai pas de parti pris par rapport évidemment à l'isolation par l'extérieur, mais je voudrais aussi dépassionner le débat et arriver à en parler aussi, pouvoir considérer les avantages et les inconvénients, comme on l'a fait pour l'isolation par l'intérieur. L'image qu'on a de l'isolation thermique par l'extérieur est souvent celle-ci. Alors évidemment, une image un peu caricaturale, même si là, on peut même penser que c'est fait avec un peu d'humour. Mais l'isolation thermique par l'extérieur, c'est pas forcément que ça. Dans ce schéma, on voit le même mur à pan de bois et avec une isolation par l'extérieur qui aurait été appliquée
avec la précaution préalable, évidemment, de remplacer l'enduit ciment, s'il existait, par un enduit perméable. Un dispositif tel que celui-ci, constructivement, permet d'assurer les transferts hydriques de l'intérieur vers l'extérieur et que la condensation, si condensation il y a, se produise dans l'espace ventilé entre l'isolant et le bardage extérieur, quelle que soit sa nature, ce qui donc permet son évaporation, sans dommage pour le mur lui-même. Voilà un exemple de bâtiment construit à la fin du XIXe siècle qui a fait l'objet donc d'une rénovation. On a enlevé toute la modée nature, on a remplacé son enduit de façade par un enduit ciment solide qui sans doute n'a jamais été changé et qui aujourd'hui fait un petit peu triste figure. L'isolation par l'extérieur peut être, ici, dans un cas comme celui-là, dans un contexte en plus de villa parisienne, peut être l'occasion de redessiner la façade, de lui redonner un sens, évidemment. Alors, est-ce que c'est le sens de ce qu'il avait? Est-ce qu'il avait vraiment un sens avant? Quel était-il? On ne le sait pas. Autant aujourd'hui, faire preuve d'actes volontaires en essayant de réinterpréter une façade de ce que serait ce bâtiment aujourd'hui dans son contexte. Un autre exemple, réalisé ici par Élogie, un bailleur social qui a une réflexion d'ailleurs assez poussée, enfin en tout cas qui s'intéresse à la question, même si on verra dans les images que je vais vous montrer quelques tâtonnements. Ici, on est à l'intérieur d'une courette de cet immeuble pré-haussmannien, boulevard Henri IV à Paris. Le choix est ici clairement contemporain, même si on peut voir peut-être ici des jonctions entre... Évidemment, il y a un moment donné où il faut que la peau contemporaine s'arrête, et on retrouve ici le toit en zinc qui n'a pas été rénové. Alors on peut s'interroger sur la pertinence du projet. Où mettons l'argent? Est-ce qu'il ne fallait pas rénover cette toiture? Évidemment, elle n'a pas été rénovée, donc peut-être pas isolée, puisqu'on voit que les combles sont habités. Ce sont d'autres questions. Mais voilà d'autres interprétations qui ont été données, qui existent aujourd'hui. Je n'ai pas de jugement de valeur, j'essaie juste de pointer les avantages et les inconvénients et les efforts qui sont faits. Ici, un immeuble d'HBM, toujours appartenant à Élogie, a été isolé par l'extérieur. On voit ici en bas la façade sur rue, et ici il s'agit de la façade cour, qui a été isolée par l'extérieur. Alors on s'aperçoit, malgré l'effort de restitution qui a été fait pour essayer de reproduire la façade à l'identique, on s'aperçoit que les tableaux sont singulièrement profonds, forcément, puisqu'on a augmenté l'épaisseur du mur. On s'aperçoit aussi que les appuis de fenêtres, qui étaient visiblement débordants, ont été avalés par l'isolant et remplacés par des bavettes aluminium. On voit sur cette autre façade on voit à peu près les mêmes travers, et on voit aussi là c'est visiblement la cage d'escalier avec ses fenêtres par flamme qui sont plus épaisses, et donc vraiment là on lit quasiment plus la façade d'origine. Cette intention vertueuse, elle a presque été jusqu'au bout, parce qu'on voit ici la mise en œuvre de la briquette. Alors c'est un plaquage qui est appliqué sur l'isolant. Ce site a pourtant été retenu dans le cadre d'une étude prospective lancée par Élogie en 2008 sur l'amélioration environnementale du parc en briques des années 30. Le cadre général du programme a été approuvé dans le cadre de cette étude par un comité de pilotage présidé par des ABF, réunissant élus au logement et à l'urbanisme, services de la ville et la PUR. Ici, on voit que on essaye quand même de faire les choses bien, mais malheureusement, juste avant la dernière couche, on applique un enduit de colle, finalement, que je soupçonne d'être particulièrement étanche, et donc de faire barrage à la progression de la vapeur d'eau à travers la paroi.
paroi qui visiblement est en brique, et qui, j'espère que l'isolant est relativement perspirant, mais si la vapeur d'eau est bloquée juste avant sa sortie, forcément, on va provoquer de la condensation à l'intérieur de la paroi et provoquer des dommages. Il s'agit donc d'assembler des choses qui vont bien ensemble et d'essayer de faire en sorte de ne pas bloquer la progression de la vapeur d'eau de l'intérieur vers l'extérieur, tout en évidemment protégeant les façades de la pluie extérieure, mais on a vu que maintenant, c'est aujourd'hui le sujet n'est plus là. Il y a dans le commerce donc des isolants qui sont plus ou moins hygroscopiques, plus ou moins capillaires, et d'autres qui sont plus ou moins étanches. Alors, le CEREMA a réalisé une étude extrêmement intéressante qui s'appelle Hygroba, que je vous recommande, et qui devait être sans doute exposée par Julien Borderon, et qui, j'espère qu'il le sera tout à l'heure. Ces études, qui sont des mesures faites sur des bâtis existants, montrent que l'isolation thermique par l'extérieur présente moins de risques de pathologie que l'isolation par l'intérieur. Ça a été fait avec plusieurs exemples sur des bâtiments traditionnels, des murs à pans de bois, des murs en briques, des murs en moellon. En étudiant à chaque fois, est-ce qu'on met une paroi étanche à l'intérieur, une paroi étanche à l'extérieur, quelle est la qualité de l'isolant, est-ce qu'il est étanche, est-ce qu'il est perméable ou pas. On s'aperçoit qu'évidemment, plus la paroi est perméable, aussi bien de l'intérieur vers l'extérieur, plus les risques sont réduits. Ce type de représentation, avec des couleurs, rouge, jaune, vert, évidemment le rouge c'est là où ça se passe mal, le vert c'est là où ça se passe bien, et le jaune c'est là où on est quand même un petit peu au milieu. Ce type de représentation, on le retrouvera dans le reste de la présentation, par souci d'unité. Donc l'isolation thermique par l'extérieur, dite l'ITE, a quand même des avantages, puisqu'elle conserve l'inertie des murs extérieurs à l'intérieur du bâtiment, donc le confort d'été est conservé. C'est une isolation sans pont thermique, en tout cas avec moins de pont thermique, puisqu'on enveloppe, on n'est pas coupé à chaque plancher, on peut arriver à réaliser le manteau par l'extérieur. Il y a peu de risque de condensation et une bonne performance énergétique. Le patrimoine est préservé dans sa matérialité, c'est-à-dire qu'on a vu quels étaient les dangers de l'isolation par l'intérieur. Avec l'isolation par l'extérieur, on a vu que ces risques étaient extrêmement réduits. Et enfin, il est assez réversible. C'est une opération de fixation mécanique d'ouvrages et d'équipements sur un bâtiment. Le jour où cette urgence énergétique disparaîtra, si le patrimoine est préservé, ces équipements pourront être démontés. Alors évidemment, il a des risques et des inconvénients qu'on connaît tous, et sur lesquels je ne vais pas m'appesantir. Il a un fort impact sur l'aspect extérieur, alors qui peut être plus ou moins bien traité, mais là, évidemment, la qualité du traitement n'est pas en cause, mais effectivement, son impact est important. Et enfin, sa pérennité dans le temps. La pérennité de ces ouvrages, sont-ils d'ailleurs destinés à être pérennes, ou est-ce qu'ils sont juste destinés à répondre à un besoin contextuel ? Lorsqu'on rénove un bâtiment, on s'attaque donc à l'isolation, on réfléchit souvent à l'isolation, mais aussi au remplacement des fenêtres. Les fenêtres qui sont souvent dites non performantes. Il est vrai que par sa minceur et par sa conductivité, le verre n'est pas un bon isolant thermique. Ça va de soi, tout le monde le sait. Donc on remplace les fenêtres. Ici, on a une fenêtre qui a été remplacée, une fenêtre bois, qui a été remplacée par une fenêtre PVC. Alors, pour ne pas faire de dégâts sur la peinture du logement, on a réalisé une pose en rénovation. Alors, cette pose en rénovation, elle a l'inconvénient de réduire le clair de vitrage, c'est sûr, donc on a moins d'ensoleillement, moins d'apport solaire, donc évidemment moins d'apport en chaleur. Dommage. Mais aussi, on ne sait pas assurer, ou en tout cas, on sait rarement bien assurer l'étanchéité entre l'ancien dormant et la maçonnerie, puisqu'on ne le touche pas. On ne peut pas l'assurer. On assure généralement assez mal, ou en tout cas de façon assez provisoire, l'étanchéité entre les deux dormants, hein, le neuf, celui qui est conservé, et l'ancien, ce qui évidemment va provoquer des échanges, et donc un pont thermique sur lesquels vont se concentrer les échanges hygrométriques.
Donc, des risques de condensation sur l'ancien dormant qui, progressivement, va disparaître et donc laisser un gros trou, et donc là, vraiment, un vrai problème de performance énergétique. Donc, est-il vraiment nécessaire de remplacer des fenêtres de cette façon-là, puisque à terme, on arrive à un résultat pire, finalement, que la fenêtre d'origine. Voilà un exemple de pose, un détail de... je ne sais pas si on voit très bien, mais de pose de fenêtres lors d'une isolation par l'extérieur. On voit ici l'ancien mur en pan de bois, avec son ancien dormant qui est conservé. La fenêtre d'origine peut être conservée également aussi. Ici, les vantaux sont retirés. La fenêtre est posée sur la face extérieure du mur, la fenêtre neuve, double vitrage ou simple vitrage, du coup, si on conserve la fenêtre intérieure. Et on peut choisir ou non, d'ailleurs, de reproduire la façade ancienne dans sa mode nature, avec les corniches, etc. Cette disposition permet d'éviter l'inconvénient du double tableau en profondeur, permet également d'éviter le pont thermique, puisque finalement, la peau isolante, isolant fenêtre neuve, est sur le même plan, donc on n'a pas le pont thermique de retour en tableau, et on peut et le patrimoine le bâtiment est conservé dans sa matière. On gagne simplement, on ne perd pas évidemment de surface à l'intérieur, on gagne des embrasures, ce qui dans un bâtiment ancien n'est pas choquant. Voilà pour les quelques éléments techniques qu'on a l'habitude d'affronter quand on procède à la rénovation énergétique d'un bâtiment. Mais il serait bon pour l'architecte de sortir de la dialectique thermique et d'essayer de retrouver son rôle de concepteur et donc d'essayer d'élargir un petit peu la réflexion. Le volume chauffé est-il toujours lui-même, est-il toujours le bâtiment lui-même? On peut s'interroger sur la position de la barrière thermique. Évidemment, on peut mettre un pull, comme disait Michel Tillemont, mais entre le pull et l'isolation par l'extérieur, il y a quand même des nuances. Est-ce qu'on est obligé de poser l'isolation sur le mur? On peut aussi s'attacher à étudier des systèmes de ventilation, et aussi s'attacher à étudier des solutions d'énergie renouvelable. On rapportait ici, il n'y a pas si longtemps, l'expérience de M. Gouta, l'architecte en chef des monuments historiques, qui s'est confronté à la rénovation énergétique d'un collège et qui devait coûter 3 millions d'euros. Alors que finalement, l'installation d'un chauffage à géothermie ne coûtait que 2 millions d'euros. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont économisé la transformation du bâtiment et économisé 1 million d'euros. À travers quelques exemples, on peut voir ici, même si on peut discuter de la pertinence et de la qualité du projet, et on est ici dans un immeuble de Blondel qui a été transformé en logements sociaux, toujours par Élogie. Par cette construction à l'intérieur du volume, qui est conservé, on voit, sont concentrés ici les services ajoutés, la cuisine et la salle de bain. On pourrait imaginer qu'on concentre et qu'on isole ces éléments-là, et qu'on ventile extrêmement ces espaces-là, et qu'on laisse le reste de la pièce dans une ambiance hygrométrique différente. Encore une fois, position de la barrière thermique. Est-on obligé d'isoler le mur à la façade extérieure, qui ici aurait évidemment posé le problème de la disparition des décors intérieurs, ou évidemment de la façade qu'on imagine assez travaillée. Autre exemple d'une ferme réhabilitée en crèche, plutôt que de transformer entièrement la charpente et de ne laisser apparaître que les fermes, comme c'est généralement le cas, on profite, ici on a de l'espace évidemment, on profite de l'espace pour créer des espaces intérieurs qui eux sont chauffés, alors que l'extérieur reste à température protégée, à température intermédiaire entre l'extérieur et l'intérieur. Un bâtiment que tout le monde connaît ici, une sorte d'encapsulage du patrimoine. On isole par l'extérieur en laissant le patrimoine apparent. Bon, on verra comment on peut essayer d'évaluer ce type de projet. Donc l'architecte ne doit pas se laisser intimider par les thermiciens et doit renouer avec une démarche globale.
inscrire le diagnostic en premier, au début de sa démarche, identifier les objectifs de sa réhabilitation, en termes de confort d'été, confort d'hiver, déterminer si une réhabilitation énergétique est nécessaire, ce qui n'est pas évident, et évaluer évidemment les mesures à engager au regard du patrimoine. Impact visuel, matériel, spatial, réversibilité, on y reviendra. Il se doit... Toutes ces interventions sont évidemment assez encadrées. On a un environnement, ce qu'on appelle l'environnement normatif, qui là, est présenté un peu à l'après-vert, les lois, des réglementations, des normes européennes, des DTU, des notices fabricants, des standards, des PV. L'architecte, on lui brandit souvent ce genre d'arguments, et il passe son temps à vérifier s'il est toujours dans les clous. Est-ce qu'on vraiment on connaît ces outils? Est-ce qu'ils sont juste des contraintes, ou est-ce que ce sont des choses avec lesquelles on peut jouer? En fait, on a ici trois ensembles qui sont assez différents, sur lesquels je vais quand même revenir assez brièvement. Des lois et réglementations, qui sont de l'ordre de la législation, des normes nationales et européennes et les DTU, et enfin les notices qui sont ce qu'on appelle les standards réalisés par les fabricants. En France, on a une vraie méfiance par rapport aux standards, qui peut être expliquée assez bien par cette espèce de crainte, de traumatisme que nous avons subi lors de la reconstruction. On parlait tout à l'heure de le neuf, j'espère, entre ancien et moderne, avec cette date de 1948. Juste attardons-nous un tout petit peu sur cette date-là. En 1914, les loyers, Première Guerre mondiale, évidemment, les loyers sont bloqués. Les hommes qui sont au front ne peuvent plus payer leur loyer. Après-guerre, les combattants deviennent anciens combattants. C'est très bien, mais ils présentent du coup un pouvoir politique fort. Et donc les loyers restent bloqués jusqu'en 1948. En 1948, un mois de loyer équivaut à peu près à un paquet de cigarettes en termes de coûts. Donc on ne construit plus, les immeubles ne sont pas entretenus, plus de marché du logement depuis 1914. La loi de 48, justement, sur les loyers, débloque les loyers. Donc c'était au contraire, aujourd'hui on a l'impression que les loyers de 48 sont bloqués, c'était en fait le contraire. 1948-1965, l'État prend en charge la reconstruction. Et donc pour ça, il doit s'affranchir des diversités culturelles et des diversités de modes constructifs entre les régions. On ne va pas construire en pan de bois en Alsace, en granit en Bretagne, etc. Donc on essaye de trouver un moyen de standardiser le coût du mètre carré. Et le béton, pour ça, c'est très bien, parce que le béton, c'est de l'énergie, encore une fois, du gravier et du sable. Et donc le béton va être le moyen de reconstruire de façon normalisée la France. Ce qui va produire, par rapport à la diversité à laquelle on était habitué, ce qui va produire les grands ensembles qui ont été vécus de façon assez traumatique en France. La différence entre, pour dédramatiser justement l'attitude de l'architecte par rapport à la réglementation et à la normalisation, ce sont deux choses différentes. Ce qu'on appelle l'environnement normatif est constitué de réglementations, environ 400 000 règles, qui sont des décrets, des arrêtés, des circulaires et des lois, et des normes. 35 000 normes seulement, dont seulement 1% sont obligatoires, deviennent des règles en fait. Donc en fait, la normalisation, c'est quelque chose qui est déconnecté de la norme. Aujourd'hui, il y a une confusion en France avec les termes. On parle les normes européennes qui nous contraignent dans le formatage des concombres ou autres. Ce sont souvent des règles ou des directives. La norme, alors d'abord, la réglementation, c'est un fruit de décisions prises par les pouvoirs publics nationaux ou par les instances internationales dont l'application est obligatoire. La normalisation, c'est le résultat d'un consensus entre acteurs socio-économiques et d'application volontaire. Le but, c'est d'élaborer des documents de référence, des normes, donc, qui portent sur des règles, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques relatives à des produits, des services ou des méthodes. Les travaux de normalisation sont coordonnés à l'échelle nationale par l'AFNOR, qui est l'Association française de normalisation. Alors, pour ce qui est de la réglementation applicable au patrimoine, en fait, on s'aperçoit qu'il y a que les bâtiments de plus de 1000 m²,
dont le coût des travaux de rénovation thermique sont supérieurs à 25% de la valeur du bâtiment, d'après 1948, qui sont concernés par la RT 2012 globale. Tout le reste est concerné par la RT, la réglementation thermique de l'existant, donc qui est la réglementation thermique par élément. C'est-à-dire que si on intervient sur élément, une façade par exemple, on doit atteindre un certain objectif de performance de cette façade. Si on intervient sur la toiture, on doit obtenir certaines performances énergétiques sur cette toiture. Mais si on n'intervient pas dessus, on n'a aucune obligation. Alors que dans le cas précédent, on a une obligation. La loi dont il est question, la loi dite sur les travaux embarqués, et justement qui devrait être applicable à partir du 1er janvier 2017, introduit effectivement une obligation. À partir du moment où on travaille sur plus de 50% d'une façade, il faut l'isoler. Si on rénove plus de 50% d'une toiture, l'isolation devient obligatoire également. Et comme l'a expliqué Michel Tillemont, s'il y a disproportion manifeste entre avantages et inconvénients, on peut déroger à cette obligation si elle est argumentée par un homme de l'art. C'est là où ça devient intéressant. Il doit argumenter les risques techniques, démontrer donc s'il y a des risques de pathologie, si le retour sur investissement est supérieur à 10 ans, ou s'il y a dégradation de la qualité architecturale. On reviendra sur ces trois aspects. Tandis que la norme, elle, de son côté, s'inscrit en fait dans une tradition des ouvrages qui traitaient de l'art de bâtir. Plusieurs ouvrages ont rassemblé depuis longtemps les bonnes pratiques et techniques de l'époque. La plupart du temps, ils étaient écrits d'ailleurs par des architectes. Vitruve, Villard de Honnecourt, Philibert Delorme, Rondelet, Blondel, Viollet-le-Duc et d'autres. La norme aujourd'hui, c'est un acte collectif. Les méthodes de travail ont changé parce que l'acte de construire est devenu de plus en plus complexe. Et la norme est l'occasion de réécrire ces traités de l'art de bien bâtir. C'est un processus démocratique qui est basé sur le consensus des parties prenantes, qui rassemble plusieurs spécialistes. C'est un vecteur de bonnes pratiques et d'innovation, et d'interopérabilité des pratiques, d'harmonisation des standards. Ça donne aussi, éventuellement, pour ceux qui s'intéressent, accès au marché éloigné. C'est donc une œuvre collective dont l'objet produit une méthode, une marche à suivre, qui n'est pas d'obligation, qui n'est pas d'utilisation obligatoire la plupart du temps, comme on l'a vu, mais d'utilisation volontaire. Les normes européennes, notamment, les normes nationales, les normes européennes, traitent de tous les aspects de nos vies, à chacun de nous, mais en ce qui nous concerne, la conservation du patrimoine culturel, un comité technique a été créé par le ministère de la Culture en 2004. Et ce comité est le comité français. Dans chaque pays, un comité a été créé de la même manière et qui travaille à l'élaboration de textes, de normes. L'objectif, c'est de mettre au point des normes en fonction des besoins des parties prenantes. Donc c'est les parties prenantes, c'est-à-dire nous, pouvons exprimer nos besoins pour qu'on élabore des normes en fonction de nos besoins. Des processus, des pratiques, tout type de biens culturels mobiliers sont concernés. Ce comité technique qui existe, qui a été créé en 2004, qui est présidé par François Goven, qui devait intervenir aujourd'hui, mais qui est justement à Bruxelles pour défendre la norme, la position française sur les différentes normes européennes qui sont en cours, a un plan d'action qui est mis à jour tous les 3 ans. Et il y a un certain nombre de groupes de travail, ce qu'on appelle des work groups, dont le 8e est traité justement des principes directeurs pour l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments d'intérêt patrimonial et que j'ai eu l'honneur d'animer. Et donc je vais vous parler un petit peu. Mais juste avant de vous en parler, qu'est-ce qu'une norme en fait? Parce que pour continuer à dédiaboliser la chose, une norme est quelque chose qui participe assez bien à la compétitivité des entreprises et notamment des architectes. Ici, on a les différentes étapes de l'élaboration d'une norme qui se construit sur environ 3 ans et dont la commission est constituée par des commissions nationales qui travaillent dans chaque pays. Ces commissions nationales sont constituées par des experts
des experts, où malheureusement les architectes sont assez souvent absents, ce qui peut se comprendre, hein, étant donné la taille de leur structure. Mais le rôle de l'expert, qui est invité à l'exprimer, c'est justement, il exprime son avis. Il participe à la commission de communalisation, il défend son point de vue, il contribue à la rédaction du projet. Et il peut émettre des positions, des commentaires techniques. Il exprime son avis. Par exemple, vous avez été consulté, en tout cas si vous êtes sur le site, si vous êtes affilié à l'Association des architectes du patrimoine, sur les différentes normes européennes qui ont été soumises à enquête publique. Bon, évidemment, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas forcément un enthousiasme débordant, mais en tout cas, la possibilité est donnée de justement donner son avis. Un certain nombre de normes existent déjà. Hein, il y en a environ 24 qui sont publiées. Il y en a d'autres qui sont en instance de publication, comme celle de la performance énergétique, dont on va parler à l'instant. La norme sur la performance énergétique a été soumise à enquête publique et devrait être adoptée normalement en septembre. Cette norme sur la performance énergétique est une sorte de méthode vertueuse pour essayer d'aborder la performance énergétique d'un bâtiment dit traditionnel, de construction traditionnelle. Le travail des architectes a été d'essayer de mettre au centre du processus, évidemment, l'architecte, et d'inscrire dans le processus le diagnostic, en premier lieu, évaluation et étude du bâtiment, et les différentes étapes qui permettent d'évaluer les décisions. Évaluation et étude du bâtiment, donc le diagnostic, identification des objectifs de la réhabilitation, liste des objectifs, décider si une réhabilitation énergétique est nécessaire, si c'est inutile, fin du process, on peut abandonner la rénovation énergétique du patrimoine, évaluer les mesures de réhabilitation énergétique, élimination des mesures inadaptées, évaluation des mesures restantes, choix d'un bouquet de mesures adaptées, et évaluation par rapport aux objectifs. Et on retourne aux objectifs de la réhabilitation. Et enfin, on décide si oui ou non, avec la maîtrise d'ouvrage, il est pertinent et adapté de rénover ce bâtiment, et de quelle manière. L'évaluation de ces critères, qui sont assez larges, encore une fois, on est dans une démarche globale, on n'est pas uniquement dans une démarche thermicienne, on parle de compatibilité technique, on parle d'intérêt patrimonial, on parle de viabilité économique, d'énergie, d'environnement extérieur, intérieur ou extérieur. Cette argumentation, assez transparente, assez méthodique, peut être notamment utilisée pour l'argumentation du champ dérogatoire de la loi sur l'obligation d'isoler. C'est sortir du subjectif pour, à l'aide d'une norme européenne, qui est donc ce statut de norme quand même, pour argumenter pourquoi on ne procède pas à la rénovation d'un bâtiment, à cause d'un faible retour sur investissement, à cause d'incompatibilité technique, à cause d'impact sur le patrimoine. Justement, un des apports de cette norme a été de définir un petit peu mieux, un peu plus clairement en fait, cet enjeu patrimonial qu'au départ on avait un petit peu de mal à appréhender. On parlait d'enjeux architectural, culturel, historique, on ne savait pas très bien comment le définir aussi, comment l'évaluer surtout. La confrontation avec les autres experts européens a apporté ceci, que finalement, ce qu'on peut évaluer, c'est ce qu'on peut, c'est ça qu'il est important de définir. Et finalement, si on résume l'enjeu patrimonial à son impact visuel, l'impact visuel des mesures qu'on prend, donc l'authenticité d'aspect, à son impact matériel, authenticité du matériau d'origine, qui peut disparaître, on l'a vu, son impact spatial, on a quand même déjà appréhendé une bonne partie de l'authenticité du bâtiment. Et enfin, la réversibilité des mesures employées. Alors, je vous propose juste d'utiliser ce petit canevas, juste sur l'enjeu patrimonial, qui est un des enjeux qui peut être détaillé et argumenté dans la rénovation énergétique des bâtiments, sur les quelques exemples que je vous ai montrés. On voit ici,
si on reprend de petites étiquettes rouges, vertes et jaunes, que l'impact visuel est assez fort sur cette courette d'un immeuble haussmannien. L'impact matériel, par contre, est assez faible, puisque la façade, derrière, est entièrement préservée. Impact spatial à l'intérieur du bâtiment est relativement faible, puisque on n'a absolument rien touché des décors intérieurs. Le confort d'été, lui, est préservé, et le confort d'hiver aussi, puisqu'on a une isolation sans pont thermique. Dans le bâtiment, dans l'HBM, on voit que l'impact visuel, finalement, on le repère quand même, qu'il y a une isolation thermique par l'extérieur, de par la profondeur des tableaux, les bavettes alu, etc. Un impact matériel, oui, parce qu'on sait que, enfin, faible, mais quand même, il y a des risques. On sait qu'il y a des ponts thermiques au niveau des tableaux, puisque les fenêtres ne sont pas jointives, ne sont pas dans la continuité de l'isolant. Donc il y a des ponts thermiques. Comment sont-ils traités? Visiblement, ils ne sont, à moins de réduire complètement la largeur de la fenêtre, ils ne sont pas traités. Donc le confort d'été, oui, il est préservé. Par contre, le confort d'hiver est moyennement traité. Notre chère médiathèque, par contre, l'intervention présente un impact visuel très fort. Pour l'impact matériel, on peut imaginer que dans sa matérialité, le bâtiment est préservé et conservé. Par contre, au niveau spatial, le bâtiment est transformé. Le confort d'été est assez mauvais, et le confort d'hiver aussi. Pour le bâtiment de Blondel, on s'aperçoit que l'impact visuel, finalement, on perçoit encore la pièce telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle était autrefois. Son volume n'est pas... Enfin, la décoration n'est pas touchée, l'impact matériel non plus. L'impact spatial, par contre, on peut imaginer, enfin, on voit quand même qu'il y a comme une intervention, même si on peut considérer que c'est de l'ordre du mobilier, on voit quand même ici le volume a été modifié. Le confort d'été est relativement bon, le confort d'hiver, par contre, évidemment, est moins bon. Même chose pour cette intervention sur une ferme en Alsace. Impact visuel assez faible, un impact matériel assez faible aussi, un impact spatial, par contre, là on modifie évidemment cette grange, mais on l'aperçoit encore dans son unité. Donc je conclurai par quelques recommandations. C'est que même si ce n'est pas facile pour les architectes, de par la nature de leur structure, c'est de continuer à se former sur notamment ces aspects techniques pour revenir dans le dialogue qui aujourd'hui est en train de s'instaurer sur cette performance énergétique, prendre la main et porter la parole du maître d'œuvre. Il faut aussi connaître et utiliser les outils existants. On voit, je crois qu'on va en parler, des excellentes fiches IGROBA, des fiches ANABF et autres. Il y a tout un tas d'outils qui existent aujourd'hui et qui traitent de ces questions-là, de la perméabilité, l'hygroscopicité, de la qualité de ces matériaux qu'on met quotidiennement en œuvre sans toujours les connaître très bien. Et enfin, sortir de notre isolement pour réfléchir ensemble, d'une part, et utiliser les organes de représentation de la profession. En tant que représentant d'une association, que ce soit l'association des architectes du patrimoine, que ce soit ICOMOS, que ce soit l'ordre ou le syndicat, nous pouvons porter la parole au sein des instances de normalisation et donner notre point de vue, qui est attendu, qui est demandé, et qui malheureusement est trop peu donné, puisque nous n'avons pas le temps. Il existe aujourd'hui des moyens de financer le temps qui est consacré à au travail de normalisation, et donc il faut en profiter à partir du moment où on est porté par une association. J'en ai fini.